je vais pouvoir répondre à la première question. J'avais eu une première question qui était hyper intéressante. C'était une personne qui avait du mal à passer son V et qui n'y arrivait pas. Je vais reprendre la question. Elle n'arrivait pas à passer son V. Du coup, idéalement, le V, il faut le passer en contrôle. Sauf que tant que tu ne l'as pas en contrôle, tu vas mettre de l'élan dedans. Alors, c'est mon avis à moi. Il y a des profs qui pensent différemment. Ça pose aucun problème. Moi, je sais que j'ai tout un déroulé. Je pourrais en parler pendant des heures de pourquoi je fais cette étape-là. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un petit peu d'élan avant de comprendre qu'il faut le passer en force. Et dans un sens, je considère que tu as toujours besoin d'un petit peu d'aide avant de comprendre, d'avoir un déclic sur ta force, parce que tu ne sais pas trop quel muscle solliciter. Donc pour moi, il n'y a aucun problème dans mon école qu'on sollicite de l'aide avec un élan des jambes pour pouvoir passer son V. Du coup, quand j'ai besoin de passer un V, là, en gros, il y a des erreurs qui sont assez communes. Quand on va venir lancer son V, des fois, c'est au niveau de la prise d'élan. La prise d'élan, c'est un pas de la jambe intérieure et tu vas venir lancer pour faire ton inversion. Et des fois, ce que je vois chez les élèves, c'est qu'elles se lancent avant ou au max, elles mettent leurs pieds proches de la barre. Et en fait, si tu le mets proche de la barre, ton élan, il va mal se placer, ton corps, il va rebondir sur la barre et c'est ce qui va t'empêcher de passer. Tu vois, là, j'ai rebondi contre la barre. Donc, il faut toujours mettre le pied devant pour dépasser au niveau du corps et venir enrouler et donner un gros coup. Idéalement avec une jambe qui est tendue, ce qui va permettre de faire tomber une jambe après l'autre. Ensuite, l'erreur que je vois aussi souvent, c'est le maintien du V, c'est-à-dire que ça monte mais ça ne s'installe pas. Là, j'ai montré un exercice en fait qui permet de bien maintenir son V, c'est-à-dire que là, on monte comme on a envie. Donc, par exemple, une débutante, elle va donner tout son élan, elle va mettre ses pieds sur la barre et elle va faire un truc à peu près comme ça. Là, à ce moment-là, tu poses tes deux pieds, tu remets ton bassin, tu serres la jambe intérieure contre ton avant-bras et tu serres tes deux jambes contre tes avant-bras. Ça, déjà, dans un sens, ça t'aide à bloquer. Et après, il y a l'action de sortir la poitrine entre les bras. En sortant la poitrine entre les bras, ça permet de se caler. Et donc, du coup, le fait de sortir la poitrine entre ses bras, c'est le fait, t'es arrondi, tu sors ta poitrine et ça va te permettre de lever pour venir caler ton outside. Pour un bel outside, on se met au niveau du ventre et au niveau des selles. Et on évite de mettre 4 kg de grippe comme je viens de faire, parce que sinon tu vas rester accroché à la barre. Des fois, faut faire autre chose pour prendre le temps de gagner en force. Des fois, c'est les V du milieu en fait qui ont tendance à bugger. Et du coup, il faut vraiment pas se prendre la tête par rapport à ça. Ça va finir par venir. Il faut bien tester et bien bosser des deux côtés. Ça, par contre, ça c'est un truc que je conseille. Ne serait-ce que pour votre corps, pour équilibrer la musculature, c'est impensable pour moi en fait de bosser que d'un seul côté. Évidemment, on est toujours déséquilibré, il y a toujours un côté des fois qui est plus simple que l'autre, c'est évident. Mais quand tu maîtrises la figure, pour moi, maîtriser la figure, c'est la maîtriser des deux côtés, être capable de mettre des pointes de pied et de la faire, si c'est nécessaire, en spinning ou en statique, en dynamique. J'ai une personne qui m'a dit « je pose la main sur mon genou sur le V ». Ok. Donc du coup, quand tu poses la main sur ton genou sur le V, c'est l'exercice que j'ai montré où tu mets tes deux pieds et tu vas pousser dessus. Ça, c'est un truc qui va te permettre de pousser fort. Pousser fort, tu ramènes ton bassin et surtout, tu mets la jambe au-dessus. En fait, c'est pas grave si au départ, tu as besoin de plusieurs étapes avant de caler proprement un V, en fait. C'est vraiment un truc qui est hyper important, en fait. Il faut y aller étape par étape. Et si toi, tu as besoin d'une petite marche, en fait, entre deux grandes marches, bah, c'est OK. Par contre, une fois que tu l'as, le minimum, en fait, c'est de le passer des deux côtés et aussi de retirer, en fait, ce petit intermédiaire. On ne peut pas te montrer une petite solution, en fait, transitoire et que cette solution, en fait, qui est censée, en fait, durer juste le temps que tu comprennes la technique et que tu prennes un petit peu plus de force, mais en fait, ça devienne quelque chose de méga commun et courant. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a certaines profs qui disent « je veux pas de V avec élan, je veux que des V en contrôle » parce qu'elles ont du mal à faire retirer cette habitude, l'habitude de prendre de l'élan. Et du coup, elles disent « bah non, c'est que comme ça ». Mais moi, quand j'ai démarré, je ne les ai pas fait direct en contrôle. En plus, moi, j'avais pas du tout de force. Donc du coup, c'était vraiment la galère. Moi, j'ai pas de problème. C'est un petit peu comme les pointes de pied, à faire en sorte que la personne, elle finisse par mettre ses pointes de pied, elle finisse par retirer les petits intermédiaires. Parce que notre objectif, en fait, c'est de faire progresser les élèves. Et en fait, on
on est là pour ça et c'est aussi notre taf de pas lâcher là-dessus. De pas lâcher, mais pas lâcher sans agressivité. T'as pas besoin d'être agressif pour dire, ok, là, tu retires cette habitude. Moi, je vais te regarder, ça va être sans agressivité, mais par contre, je vais te le dire et je vais te faire descendre de la pôle à chaque fois qu'on est sur les anciennes habitudes. Si c'est pas la fatigue qui rentre en jeu, en fait, non, on retire ça. C'est comme faire des montées sur la barre avec des pieds flex. Tu l'apprends, pied flex, ça aide vachement de débutante. Il n'y a aucun problème pour qu'une avancée, en fait, elle se mette à retirer son pied flex, mais à partir du moment où tu lui dis, où tu y vas avec de la bienveillance et surtout, tu y vas sans jugement. Sans jugement, tu es tranquille, tu dis juste, non, là, on fait plus ça. J'ai une personne qui m'a posé une autre question et qui m'a posé la question de savoir si je prenais des compléments alimentaires. Si je prenais des compléments alimentaires et quel type de compléments alimentaires. Donc, dans le précédent live, on avait parlé alimentation. Donc là, je vais juste faire un micro-récap de mon alimentation à moi. Alors moi, il faut savoir que j'ai un syndrome de l'intestin irritable. Donc le syndrome de l'intestin irritable, ça fait que je ne vais pas digérer les glucides à chaîne courte. Donc ça veut dire que je vais avoir, en très résumé, du mal à digérer. Ça va être compliqué. Et donc, du coup, je vais très souvent en fait avoir très mal à l'estomac ou être très fatiguée ou être malade. Donc ça, c'est les choses qui font partie de mon quotidien depuis, je pense, une vingtaine d'années. Et donc, ce que j'avais expliqué, c'est que j'avais testé plusieurs types d'heures d'alimentation parce que 3 repas par jour, c'était pas suffisant pour moi. Et j'avais fini par essayer un petit peu tout. Donc, j'ai essayé le manger au petit-déj, aller faire mon premier entraînement, manger juste après, manger 4 heures plus tard. Donc, manger à un peu avant 8 heures, manger à 10h30, 11h, manger à 16h, puis ensuite manger à 22h. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais essayé. Le problème, c'était de manger à 16h, qui faisait que j'étais en pleine digestion quand je démarrais les cours et j'avais plus la caisse pour faire les cours, encore plus quand c'était des cours avancés ou des cours où je mettais beaucoup la tête en bas, où je tournais beaucoup. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais testé, qui était un petit peu compliqué. Et donc du coup, c'était un peu la galère. J'ai essayé de manger vers 14h, j'ai essayé de manger en fait à plein de moments différents. Et ce que j'ai trouvé, ce qui moi me correspond le plus, ça a été de prendre des protéines en poudre. Du coup, je reste sur un repas à 8h, un repas à midi. Si j'ai faim, je prends vers midi, 13h. Si j'ai faim, je prends une collation vers 10h30. Tu vois, si j'ai faim quand je rentre du sport, je prends une collation vers 10h30, je mange vers midi et demi, 13h, vraiment de façon traditionnelle. Et je prends des protéines vers 17h quand je suis en route vers le boulot pour ensuite manger après. Parce que ça fait que les protéines sont plus faciles à digérer pour moi. Et ça me permet de tenir toute la soirée. Parce que quand je prenais pas, si je mangeais pas, je finissais affamée et je rentrais du boulot, j'avais envie de tuer quelqu'un. Enfin, vraiment, j'avais faim à partir de 19h et du coup, c'était compliqué. Donc, du coup, je suis allée là-dessus. À la base, j'étais pas hyper pour la prise de protéines, mais je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, j'avais pas les apports, je perdais du poids à vue d'œil et il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'avais vu un nutritionniste et le nutritionniste m'avait dit, c'est soit on mange, soit on prend des protéines, mais il faut plus de calories dans son alimentation et c'est ce qui me correspond le mieux. Donc là, c'est mon alimentation très résumée. Donc, je prends des protéines parce qu'il y a le sport après et sinon, j'arrive pas à digérer. Sinon, quand je fais pas de sport, je prends pas de protéines parce que je préfère manger que de prendre des protéines en poudre. En termes de compléments, qu'est-ce que je prends? Là, en ce moment, je prends du collagène depuis 3 ans à peu près. Et je trouve que le collagène, il m'aide sur la récupération. En vrai, ça m'aide vachement. J'ai remarqué ça. Je prends du collagène et quand je suis sur des phases où je suis fatiguée, je prends de la mélatonine pour dormir. Donc pas tout le temps, mais j'en prends sur 2-3 jours histoire de mieux dormir. Je me repose et ça me permet de me caler. Donc ça, c'est les 2 compléments que je prends. Collagène tous les jours, que je mélange soit à mon café, soit à de l'eau. Alors tu le mélanges pas, ton collagène à de l'eau gazeuse, ça se mélange pas, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc je prends ça et je prends de la mélatonine si j'ai besoin de dormir. Je suis pas forcément pour le fait de prendre d'autres produits parce que j'y trouve pas mon intérêt dedans. J'ai pris de la spiruline pendant un moment, ça marche bien. C'est juste que j'aime pas le goût des comprimés. J'ai l'impression de bouffer de la nourriture pour poisson, donc du coup, c'est chiant. Je sais que ça m'avait bien aidé. En gros, c'est aller chercher et je préfère essayer de choper, si j'ai des carences, de ne pas me retrouver
d'essayer de les compenser en fait par l'alimentation. En gros, c'est ça. Et le collagène, c'était mon diététicien qui me l'avait conseillé, vu que j'avais dépassé les 30 ans, que ça pouvait être bien pour préserver les articulations, vu la quantité de sport que je faisais, vu que je faisais 2 voire 3 entraînements par jour, entre les cours, les entraînements de matin à la salle de sport et les entraînements perso. Voilà. Après, ça va vraiment dépendre de ma fatigue et de l'intensité. La pôle ou l'aérien, si c'est pas notre métier, comment on fait pour gérer la fatigue? Ça, j'en avais parlé dans la semaine avec mes élèves, je leur avais demandé leur niveau de fatigue général, savoir si elles étaient fatiguées, si elles étaient agacées. Déjà, ce qu'il faut repérer, c'est est-ce qu'il y a des situations sur lesquelles tu étais totalement OK, qui t'agaçaient pas ou tu étais super bien, qui là maintenant vont un peu plus t'énerver. Ça, c'est souvent un signe de fatigue et surtout, il faut faire attention. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais que la pôle, c'était pas mon métier et que j'avais un boulot en 39 heures, du lundi au vendredi, donc c'était un rythme qui était quand même assez soutenu. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'enchaînais le boulot avec mon activité ou alors je faisais une grosse pause entre les deux. Donc en gros, si j'avais un cours à 18h, possibilité de faire un cours à 18h et possibilité de faire un cours à 19 et à 20h, je prenais soit le 18h, soit le 20h. Ça veut dire que soit je faisais une pause, je prenais le temps de manger et ensuite j'y allais, soit je faisais pas de pause et dans ces cas-là, j'enchaînais tout d'un coup. Je faisais attention à ma fatigue et surtout, j'ai augmenté graduellement. Ça veut dire que pendant très longtemps, j'étais à 2 entraînements par semaine. Il m'a fallu plusieurs mois avant de passer à 3 entraînements. Et ensuite encore pour faire plus. Et c'est toujours la même chose, le sommeil, l'alimentation, ça joue énormément. Même si tu as un taf, même si tu fais un entraînement par semaine, si tu as une alimentation qui est complètement déséquilibrée, tu manges trop, tu manges mal, tu manges pas assez, ton corps, il va pas répondre au maximum. Il y en a, ça les dérange pas. Moi, je sais que si je fais pas attention à ce que je mange, je suis en galère. Si je fais pas attention à mon sommeil, je suis en galère. Si je suis stressée, je suis en galère aussi. Comment tu fais pour gérer l'image négative de la pôle? Moi, je fais de la pôle depuis 2012. Il faut savoir que la pôle, ça vient des clubs de strip, en vrai. Donc ça vient du striptease. Ok, peut-être qu'on a vu dans les années 50, il y a beaucoup d'écoles qui disent oui, ça vient des années 50, le mât, le cirque, le machin. Ouais, mais non, en fait. Enfin, oui, mais pas que. Pour gérer l'image de la pôle, en fait, il y a 2 manières. C'est soit tu rentres dans le débat, soit tu rentres pas dans le débat. Ça veut dire que sur le plan professionnel, quand j'avais un boulot, mon boulot entre guillemets traditionnel, j'étais dans le secteur privé, je disais pas que je faisais de la pôle. J'acceptais aucune question sur ma vie privée et je disais que je faisais autre chose, mais en gros, je verrouillais en fait à l'entrée. Pour ceux qui savaient que je faisais de la pôle, j'ai eu pas mal de jugements. Je trouve que ça s'est un peu plus démocratisé maintenant parce que les gens se rendent compte qu'il y a différentes choses, différents types de pôles et que chacun peut s'y retrouver. Ce que j'ai fait, c'est être OK avec les origines de la pôle. Vraiment être totalement OK avec le fait que ça vient du strip, ça vient peut-être du cirque, ça vient de n'importe où, mais en fait, moi, je fais ce que je veux avec la pôle. Faut savoir que moi, je donne des cours de pôle technique et je donne des cours de pôle exotique. Donc j'ai la double casquette. La double casquette, c'est vraiment donner des cours qui sont sexy et donner des cours qui sont pas sexy. J'ai pratiqué, j'ai fait de la pôle en compétition, je suis partie faire des compétitions internationales, c'était absolument génial, mais il y a vraiment eu cette étiquette-là. Et ce qui est dur, c'est qu'il y a les gens de l'extérieur qui viennent nous juger, mais il y a aussi les gens de notre propre discipline qui viennent nous juger en disant « Moi, je fais de la pôle technique, mais par contre, celles qui font de la pôle en talons, c'est caca. » Ça, non. Il faut juste être OK avec le fait que la personne qui va te critiquer, forcément, elle va avoir un sujet sur lequel te critiquer. Il faut être OK avec le fait que toi, tu sois sereine, en fait, avec si tu n'aimes pas l'exotique et que tu fais juste de la pôle technique, crache pas sur celles qui font de l'exotique, mais dis juste, écoute, moi, c'est pas trop mon style, mais je préfère la technique. Clairement, et des fois, juste en répondant extrêmement calmement et en étant ultra chill, la personne voit que ça te pique pas et va changer de sujet. Ouais, tu fais de la pôle? Ouais. Et du coup, ça retourne complètement la situation. Quand tu fais de l'exotique, tu acceptes en fait cette image-là, le fait que tu es sexualisé, tu fais une danse sensuelle, il n'y a aucun problème, mes proches savent que
bah oui, j'aime bien ce genre de discipline, ça ne pose absolument aucun problème. Les personnes vont me juger, elles le font pas, et je leur dis, bah écoute, moi, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait que toi, t'aies pas envie d'exposer ton corps, peu importe que ce soit de l'exotique ou pas de l'exotique, que t'aies pas envie d'exposer ton corps. Moi, je suis OK avec ça, je le vis bien et j'aime bien faire cette discipline. Et juste ça, en règle générale, ça suffit. Quand la personne, elle est agressive, en fait, quoi qu'il se passe, elle aurait trouvé quelque chose sur... elle aurait su trouver un sujet, en fait, pour critiquer ta vie. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, il faut juste les sortir de sa vie. Cette personne, de toute façon, elle m'aurait critiqué. Et malheureusement, celles qui m'ont le plus critiqué, c'est des femmes. Et des fois, c'est des femmes qui, par la suite, ont fait de la pole. Donc des fois, en fait, c'est peut-être des choses qu'elles s'autorisent pas elles-mêmes. Et là, dans ces cas-là, c'est peut-être même limite un peu triste. Donc tu sors ton empathie et tu dis, bah écoute, moi j'aime bien, je kiffe ce que je fais, je m'éclate, je suis heureuse, je suis épanouie dans ma vie, tout va bien. Si un jour tu as envie d'essayer, ce sera avec plaisir et je suis totalement d'accord avec le fait que tu sois pas OK, que tu juges. Chacun va avoir sa notion du bon goût, du mauvais goût, de la sensualité, de la sexualité et de ce genre de choses. Il faut être tranquille avec ça. La seule chose pour laquelle je vais vraiment militer, c'est on fait toutes de la pole, qu'on fasse de l'exotique ou pas de l'exotique. Moi, il y a certains styles que j'apprécie pas, que ce soit en pole ou en exotique. Mais par contre, je respecte la démarche artistique. Et du coup, si la personne, elle kiffe son truc, même si c'est pas mon délire, en fait, je vais aimer ce qu'elle fait, je vais aimer au moins l'énergie qu'elle va essayer de mettre dedans. Mais par contre, avoir une personne en face de moi qui va juste critiquer en disant moi je fais ci, moi je fais ça, et moi surtout je fais pas ça, hein, je fais pas comme elle, pour l'avoir vécu d'autres écoles aussi où il y avait beaucoup beaucoup de jugements. Bah ouais, il y a eu du jugement et puis après on les voit sur les réseaux sociaux avec des chaussures de pôle et bon bah c'est bien en fait, dans un sens, c'est que tu as fait ton petit bonhomme de chemin et c'est cool et puis bah c'est pas grave si tu m'as critiqué parce que peut-être que t'étais pas à cette étape-là de ta vie et que maintenant bah tu critiques plus parce que c'est les choses que tu kiffes faire toi-même. Voilà, c'est un peu ça. Comment tu fais pour progresser en souplesse? Gros débat. Gros débat quand tu es gérante, quand tu es en surentraînement. C'est pas en surentraînement, mais en permanence courbaturée. En fait, le corps, on le sollicite beaucoup. Et euh, comme pour le renfort, la souplesse, ça fonctionne de la même manière. Il a besoin de repos pour ça. Donc du coup, je choisis de faire mes séances de souplesse quand elles me font plaisir. J'écoute beaucoup mon corps. Des fois, il va vouloir aller dans certaines amplitudes, des fois non. Des fois, je vais avoir envie de bosser le dos, il sera OK pour les ouvertures de hanches. Du coup, je vais être beaucoup à l'écoute et c'est comme ça que ça fonctionne. En vrai, en tout cas sur moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si j'y vais contre mon corps, je me blesse. Élongation, déchirure, enfin ça va quoi, une déchirure qui te prend plusieurs mois, non merci. T'en fais une, t'en fais pas deux, et puis si t'en as fait deux, tu dis bon, plus jamais je fais ça. En fait, il faut que tu trouves ton moment où toi t'es vachement sereine, et quand t'es sereine, tu vas t'étirer. Alors ça peut être venir en cours. Si t'es élève, tu viens en cours, tu fais tes étirements, tes machins, mais t'essayes de trouver quelque chose de positif, et en faisant quelque chose de positif, tu vas forcément avoir plus de cœur à l'ouvrage et ça va forcément progresser. Il faut accepter aussi que le corps lâche pas tout de suite. Des fois, il met un peu un mois ou deux à lâcher sur certains trucs et surtout qu'il lâche lentement. Souvent, dans la pratique, en fait, tu vas démarrer à travailler ta souplesse quand tu es coincé en termes de niveau. Genre, tu as envie de passer des figures, il y a tout qui fonctionne sauf ta souplesse. Bon, bah là, t'es arrivé au bout du bout, il faut travailler la souplesse et après, c'est long pour gagner, grappiller centimètre par centimètre. Mais si tu la bosses, tu vas forcément progresser et ça, c'est cool. La souplesse, c'est quand même cool. Je trouve que on va plus vite gagner en force qu'en souplesse. Donc, c'est... Voilà, et je vais souvent dire à mes élèves, une fois par an, c'est mieux que zéro. Ça, ouais, ça, je le dis tout le temps. Parce qu'en fait, oui, il faudrait le faire tant de fois par semaine, mais c'est la même question. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un taf, ou quand tu as une vie de famille, ou quand tu n'as pas les thunes pour, ou quand tu n'as pas le temps? Bah, tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux, et si ton comme tu peux, c'est faire une séance de souplesse une fois tous les 3 mois, bah, en fait, c'est mieux que zéro. C'est cool. Ouais. Après, tu auras les résultats comme une personne qui s'étire une fois tous les 3 mois. Il faut faire attention aussi, des fois j'entends certaines élèves et du coup moi je relève très vite et je fais très attention à ce que ce soit des discours qui soient pas prononcés dans l'école quand il y en a une qui dit ouais mais c'est facile pour toi. Là à ce moment-là je fais wow. Le facile c'est quoi? C'est quand elle s'étire tous les soirs, quand au lieu d'être sur son canapé, elle regarde les types d'étirements, les choses comme ça. On ne sait pas en fait ce que la personne fait.
il y a rarement des choses faciles. Il y a des personnes qui vont être par exemple hyperlaxes. La difficulté pour eux, ça va être de tonifier leur corps pour pouvoir s'installer dans la figure sans dégouliner, sans se faire mal. Il y a des choses, il y a des meufs, ça va être juste de détendre leur corps pour qu'elles arrêtent d'être méga ultra toniques. T'en as d'autres, c'est juste la perception du corps. Donc, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Et dans un sens, souvent quand on dit aux gens c'est facile pour toi, ça veut dire qu'ils ont vraiment travaillé dur. Euh, il faut limite prendre ça pour un compliment parce que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Tu vois, quand tu progresses, quand tu es en pôle, quand tu es gérante, ouais, mais c'est facile pour toi. Non, pas tant que ça. Il y a combien de gérantes, par exemple, qui vont pas se... La dernière fois qu'elles se sont entraînées, c'était il y a 3 ans parce qu'elles sont fatiguées. Et ça s'entend, en fait. C'est des trucs à faire en plus. Donc, ouais, garder la bienveillance, et en fait, ça fait un super mood. Et après, ça fait progresser, et du coup, c'est trop cool.